Alors aujourd'hui, on va assembler une machine, un ordinateur qui va être dédié à la DAO. Donc on va surtout regarder comment assembler tous ces éléments un à un et comment optimiser les configurations avec le matériel d'aujourd'hui, que la configuration soit le plus proche de ses capacités maxi. C'est bien dommage sur ce type de carte mère, qui est une carte mère de dernière génération, poser un SSD il ne débite que 2000 mégabits par seconde. Donc voilà, on va regarder un petit peu tous ces paramètres, comment les optimiser, comment assembler tout ça. Cette carte mère, je l'ai choisi monter un Core i7, donc là ça sera le fameux i7 13700K sur LGA 1700. C'est un processeur qui est plutôt adapté à la DAO, hein. On pourrait aller jusqu'au i9, mais bon, le budget n'est pas là. C'est sûr qu'on peut toujours faire plus, mais bon, ça c'est déjà pas mal. Il est fréquencé de base à 3,4, donc ça c'est important parce que sur la gamme, vous en avez à fréquencer de base à 2 Go. Je trouve ça très insuffisant. Donc celui-ci est à 3,4. Les gamers sont assez friands puisque c'est une version K que l'on peut overclocker. Bon, moi c'est pas le but, hein, c'est surtout sa version, sa fréquence de base qui m'intéresse, en fait, ses performances de base qui sont plus élevées que ses petits frères. Donc comme je disais, sur une fréquence de base de 3 Go 4 avec un mode turbo à 5,4 Go, on est sur une puissance de consommation de 125 watts de base, avec une puissance maxi de 254 watts. Alors je précise ces données parce que tout à l'heure on va voir pourquoi on met tel ou tel composant pour aller sur ce compresseur. Pour aller sur ce processeur. Il est capable d'accepter de la DDR4 comme de la DDR5. Donc là on va optimiser au maximum, hein, puisqu'on double la fréquence avec la DDR5 quand même. C'est pas, on double pas, mais on n'est pas loin de la doubler. Donc là on va jusqu'à 5600 MHz, mégatransferts par seconde. Donc on verra tout à l'heure quel type de mémoire on a choisi pour aller avec ce processeur qui est capable d'avoir, qui a ce débit max, hein, on est bien d'accord, on parle de débit max, non overclocké, hein, on est bien d'accord. Il est livré sans ventirad, bien entendu, hein, c'est une version, la plupart des processeurs de cette gamme ne sont pas vendus avec le ventirad maintenant. Donc on va voir après ce qu'on va adapter dessus pour être au mieux, au plus adapté, à mon sens, hein, donc après on verra ça. Donc ce processeur on va le monter sur cette carte mère, donc je disais tout à l'heure, c'est une carte mère de chez MSI dont le budget est pas très élevé. Donc là on est sur un budget de 250 € je crois à peu près, sur un chipset Z790. Donc après bon, les Wi-Fi ça c'est accessoire, je n'ai pas forcément besoin, mais bon voilà quelques paramètres concernant cette carte mère. Donc c'est du Wi-Fi 6 quand même, avec une carte LAN de 2 Go 5, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est ce qui se fait maintenant, hein, donc voilà. Ce qui m'intéressait aussi, c'est les ports M2, ports pour les disques SSD NVMe, en génération 4, donc jusqu'à 64 gigabits. J'en parle parce que c'est important par rapport, il faut adapter le disque dur par rapport à ce débit, hein. C'est dommage de mettre un disque qui n'a pas un tel débit sur une carte pareille, et vice versa, de mettre un disque avec un débit énorme sur un chipset qui ne le prend pas en charge. Voilà, donc on est sur une génération 4 jusqu'à 64 mégabits, ça donne du 8000 mégabits par seconde. On peut aller jusqu'à 8000 mégabits avec un SSD de type NVMe. Voilà, donc moi ça c'est les paramètres qui m'intéressent, donc sur 1700 bien entendu. Le 790, l'avantage c'est qu'il n'a pas besoin, la carte de BIOS de la carte mère n'a pas besoin de mise à jour puisqu'elle est prête pour la génération 13. Si j'étais sur un 690, il aurait fallu que je fasse une mise à jour. Bien souvent les constructeurs ne le font pas, donc il faut faire une mise à jour puisque les 690 sont prévus pour la génération 12. La génération 13, il faut le 790 ou faire une mise à jour sur le 690. Donc là on est directement compatible et moi ça me va très bien. On a 4 slots de mémoire, donc la mémoire on en reparlera tout à l'heure, donc ça sera de la DDR5 au plus près du processeur, hein, puisque le processeur est capable de délivrer 5600 mégabits 5600 mégas transferts par seconde, donc on adapte la mémoire à ce débit là. On va au maxi du processeur, donc toujours pareil, hein, non overclocké.
on a la possibilité, on a 4, alors on va l'ouvrir, ce sera un peu plus parlant, hop, on va voir. On va regarder un petit peu de quoi est composée la carte. Donc ici, on a le socket, socket 1700, sur lequel va venir se poser le processeur. Ici, un premier emplacement SSD avec une plaque en aluminium pour le refroidissement, c'est plutôt sympa. Donc on a 4 slots NVMe pour les disques durs, 3 slots PCI Express, celui-ci est 16, voilà, je n'utiliserai qu'un port, et un petit port PCI Express 1. Donc après on a plusieurs ports, des ports pour ventilateur, du SATA qui ne sera pas exploité. Ici on a la prise USB 3 pour les boîtiers. En fonction des boîtiers, on va utiliser cette prise ou cette prise. Ici encore des comment s'appelle, des prises ventilateurs. Ici on a le chipset, le fameux 690. À l'arrière on va retrouver la partie audio ici, la partie Wi-Fi ici, les USB, l'USB-C, l'USB 3.2, l'USB 3, l'USB 2, le LAN. Ici pour les cartes, pour les processeurs qui sont équipés comme ce i7 d'ailleurs, qui sont équipés de cartes graphiques, on pourra utiliser la partie graphique sur la carte mère directement, du processeur, avec un HDMI, un DisplayPort, et c'est tout pour les sorties vidéo. On a ici encore 2 ports USB et un PS2. Voilà, alors ici, après on a l'alimentation, le 24 Pro. Ici, alors ça c'est la subtilité de cette plateforme, c'est qu'on a depuis peu pour alimenter le processeur 2 broches de 2 x 8 ports. Donc ça il faut y penser quand on prépare sa configuration, il faut vraiment le prévoir sur l'alimentation. Alors après on peut toujours mettre un petit adaptateur, mais bon, si l'alimentation est équipée, c'est encore mieux, ça fait plus propre. Donc voilà, ça c'est l'alimentation processeur qui a doublé sur cette génération. On a ici 4 slots DDR, enfin 4 slots mémoire, donc pour de la DDR5 notamment. Alors pourquoi 4? Je vais en utiliser que 2, mais je me réserve, je garde toujours un petit peu de réserve pour les années à venir. Voilà, donc ça sera équipé, on sera équipé de 32 Go. Ici en termes d'accessoires, on n'a pas grand chose. On a ici les vis pour les disques durs. On nous fournit la plaque arrière, on nous fournit des antennes pour la Wi-Fi et des nappes SATA. Voilà, c'est pas très riche, mais bon, ça reste des modèles petit budget, même si on est à 250 € la carte. Voilà. Donc ça c'est la carte mère. Donc pour la partie stockage pour le système, on va mettre ce disque dur qui n'est pas très gros, 1 Tera, ça suffit largement. La personne qui va utiliser cette config bosse sur un serveur, donc il n'y a pas lieu d'avoir de gros espaces. Mais bon, voilà, donc on essaye d'optimiser, on est sur du 7300 mégabits par seconde en lecture-écriture. La carte mère, enfin le chipset est capable de délivrer 8000, donc on est parfait, on est plutôt bien. Ce disque dur, je l'ai pris volontairement sans plaque de refroidissement puisqu'il y en a une, donc il faudra simplement, bon je vais pas le défaire maintenant, voilà, donc on viendra récupérer la plaque à lui qui est équipée d'un transfert thermique pour le disque dur. Voilà, donc là on a adapté le débit par rapport à la capacité de la carte mère du chipset. Pour la mémoire, je suis parti sur une kit 32 Go, donc 2 x 16 en DDR5 pour exploiter au maximum le processeur et le chipset. On est sur 5500 mégas transferts par seconde, donc on exploite au maximum le processeur en mode non overclocké. Voilà, donc pour la mémoire, il est extensible puisque
le processeur peut accepter. La carte mère, j'ai pas vu par contre, mais on est à plus de 100 Go, donc 130, entre 130 et pas loin de 200 Go pour le processeur. Il y a de la marge. Donc pour l'alimentation, je vais essayer de pousser ça. Alors ce qui a conditionné mon choix, c'est surtout les prises côté alimentation processeur. Je voulais pas rajouter de prises. Ce qui a conditionné mon choix, c'est bon, là on est sur du 750 watts, hein, on est largement au-dessus des besoins, mais bon, c'est pas grave. C'est une alimentation de bonne facture, de bonne performance. Elle est pas modulaire, c'est pas très grave non plus, ça me dérange pas moi. Je suis pas non plus. Voilà, donc ce qui m'intéressait surtout, c'était ça, voilà, avoir cette possibilité d'avoir les deux prises sur la même nappe. Voilà, donc là on va pouvoir alimenter complètement le CPU avec une seule nappe sans avoir d'ajout à faire. Donc l'alimentation est plutôt bien équipée de ce côté-là. Voilà. Avec tous les SATA, tout ce qu'il faut pour les cartes graphiques et tout ce qui s'ensuit. L'alimentation est largement au-dessus des besoins de la configuration. Donc pour la partie refroidissement, je suis parti sur un modèle RO, hein, donc water cooling. Bon, après qu'il soit RGB ou pas, je m'en fous un peu moi. Hein, c'est pas un PC gaming, c'est un PC c'est une station de travail. Pourquoi ce choix-là? En fait, c'est en termes d'encombrement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est par rapport aux consommations des processeurs. Hein, on est d'accord puisqu'on est sur des TDP. Où est-ce qu'il est mon truc là? On est sur des TDP max de 260 watts. Donc cette énergie, il faut arriver à la dégager, à l'éliminer, à l'évacuer, à l'absorber. Donc les ventilateurs d'aujourd'hui qui sont fabriqués, ils sont, alors, je vais pas exagérer, mais ils sont presque aussi gros que la boîte, hein, donc pour les RR. Donc c'est un peu compliqué, je trouve, d'arriver à rentrer ces gros ventilateurs. En termes de budget, on est sur le même budget. Il n'y a pas de grosse différence de prix, à quelques euros près. Hein. Mais en termes d'efficacité, on est à peu près pareil, puisque si vous prenez qu'on s'appelle un ventirad qui est capable d'éliminer 260 watts, c'est capable d'éliminer 260 watts, d'absorber 260 watts. Le ventirad, la seule différence, c'est l'encombrement en fait. Hein, vous allez avoir un ventirad qui sera énorme. Donc, je vais un peu relever la vidéo parce qu'elle est trop basse. Hein. Voilà, donc je disais, pour l'équivalent, on va se retrouver avec un ventirad qui sera grand comme ça. Et pour arriver à rentrer ça dans les boîtiers, c'est pas toujours évident. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, moi. Ça s'est vachement démocratisé. C'est beaucoup plus... en termes d'encombrement, c'est beaucoup plus petit. C'est efficace, hein, puisque ça permet de dissiper la même puissance, une puissance assez élevée. Hein. Et là, voilà, l'avantage, c'est que... Au-delà du fait que c'est RGB, on a ce ventilateur qui va venir se positionner sur le boîtier. Ah, je vais l'enlever. Et puis lui qui va venir. Alors, on trouvera le meilleur compromis. Hein. C'est pas. Après, ça c'est du premier prix, donc. Mais ça va faire le job. C'est quand même plutôt pas mal pour le prix. Bon, on trouvera le meilleur. Voilà, on a ce type de positionnement là qui est plutôt pas mal. Donc ici la partie cuivrée, à l'intérieur on a une pompe qui fait circuler le liquide, c'est déjà tout prêt, hein, le liquide est déjà à l'intérieur. Donc il y a le petit radiateur qui va venir se fixer sur le châssis. Voilà, le petit radiateur qui va venir se fixer sur le châssis. Ça coûte 90 €, quoi. C'est aussi cher qu'un ventirad RR. Donc je trouve ça exceptionnel. Donc là, on est sur du RO. Voilà, donc on n'a plus l'encombrement. Alors là,
pour dire le ventirad serait ici, quoi. Hein. On gagne beaucoup de place en termes de. On a juste le ventilo qui va venir ici, le petit ventilateur pour refroidissement. Et voilà, donc moi je suis assez fan de ce genre de système. On gagne de la place. Aujourd'hui les processeurs, c'est vrai ils dégagent beaucoup d'énergie, donc il faut arriver à éliminer, il faut arriver à absorber cette énergie et la transférer. Je trouve que les ventirad d'aujourd'hui sont beaucoup trop gros, même si techniquement on n'a pas le choix. Mais je trouve ça trop gros, donc ça c'est un très bon compromis. On est sur le même budget qu'un ventirad classique, avec un encombrement bien plus sympa. Bon, il est RGB en plus, donc ça fait un petit peu des couleurs, c'est rigolo. Là, surtout que le boîtier, bon, il est une vitre, hein, donc il sera visible depuis l'extérieur. Donc c'est toujours sympa. Voilà, donc là, ça c'est la partie refroidissement du CPU, GPU, hein, puisqu'il fera les deux. Pour la carte graphique, alors j'ai pas reçu la carte graphique, mais c'est le reste de la DAO. La carte graphique restera en termes d'encombrement sur ce format-là. Ça sera du Quadro. Quadro, c'est la version professionnelle carte graphique chez Nvidia. Là, avec des sorties mini DisplayPort, c'est ce qui m'intéresse. 3 mini DisplayPort qui alimentent 3 écrans, jusqu'à 4 écrans. Ce ne sera pas un ordinateur dédié jeu, mais plutôt pour de la DAO, dessin assisté par ordinateur. Avec un petit peu de bureautique, mais essentiellement pour le dessin. Donc la carte graphique, on n'a pas besoin d'avoir une grosse carte graphique, puisqu'on n'a pas des animations très rapides en DAO. Hein. Et voilà, donc on reste sur un modèle pro, c'est pas celui-ci, mais c'est peut-être cette carte que je montrerai en attendant. Mais l'encombrement est le même en fait, hein. C'était vraiment pour montrer un petit peu là. Voilà, donc la carte graphique sera montée après coup, quand on la recevra, ça c'est pas un souci. Donc, avec notre kit, il est fourni un ventilateur RGB. Donc c'est lui qui va faire de la couleur. Il y a une petite animation aussi là-dessus, autour. Et on a surtout ici, voilà, le fameux kit, hein, le kit pour tous les sockets, enfin tous les sockets que le système est capable de couvrir. C'est plutôt énorme, hein, comme alors ici, je sais pas si on les a là-dedans, mais voilà, il y a énormément de sockets qui sont couverts, de l'AMD, du Intel bien sûr, et énormément de sockets. L'idée de cette vidéo, c'était surtout vraiment d'apporter les éléments, comment assembler et comment équilibrer une machine, un ordinateur. Quelle est l'utilité de l'ordinateur? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il va être fait pour le jeu? Est-ce qu'il va être fait pour de la bureautique? J'entends souvent, bon, je fais pas grand chose avec l'ordinateur. Mais bon, ça veut rien dire en fait. Hein. Une machine, au plus elle est rapide, au plus elle est véloce. Sans parler de monter à une F, hein, on est d'accord, hein, pour faire de la bureautique à une 5 ou à une 3, on peut dire. Une 3, ça peut passer encore. Ça va pouvoir aller. Surtout que les dernières générations sont quand même assez sympas. Mais en fait, même si on parle de i3 ou de i5, et entrée de gamme, j'en parle même pas, parce que c'est l'avantage, c'est qu'on va passer les années plus facilement avec une certaine quantité de mémoire. Et enfin, alors soit on fera évoluer l'ordinateur, soit le PC, soit il faudra le remplacer puisqu'on ne pourra pas le faire évoluer. Mais l'idée c'est ça. Enfin, moi je pars toujours du principe de pouvoir le faire évoluer, sachant que avec les années qui avancent, les systèmes d'exploitation sont de plus en plus développés et de plus en plus ont de plus en plus besoin de ressources. Donc d'où l'idée de partir avec une certaine configuration et par la suite de pouvoir faire évoluer cette configuration. Donc l'idée de base c'est ça, c'est de vraiment cibler à quoi va servir l'ordinateur. Et après on adapte le matériel, donc si c'est pour du jeu, c'est ce qui consomme le plus, hein, ce qui a besoin le plus de maximum de ressources, hein, donc en termes d'affichage graphique, de calcul, de capacité de mémoire, de rapidité d'exécution du disque dur, enfin voilà, tous ces paramètres. Là on est sur de la DAO, c'est assez, on a besoin de calcul, donc il faut mettre un processeur qui, après il faut respecter un certain budget aussi, hein. Mais le i7 est plutôt pas mal,
On aurait pu mettre du i9, mais bon, le budget n'est pas le même. Donc on part sur du i7 quand même, qui est de 13e génération, qui est quand même un bon compromis. Donc voilà, donc là on est sur de la DAO. On n'a pas besoin de grosses cartes graphiques, on a besoin de mémoire, donc 32 Go. Cela suffit, hein, aujourd'hui cela suffit. Alors, on pourra le faire évoluer hein, avec l'avenir, hein, puisque les systèmes évoluent. Le disque dur, ben, il restera tel quel, puisque de toute façon il est au maxi de la carte mère. On ne pourra pas le faire évoluer, si ce n'est le changer s'il est défaillant. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de comment cibler et d'équilibrer avec, en gardant à l'esprit toujours la possibilité de faire évoluer son matériel pour les années qui vont suivre. Bon, on dit souvent, c'est l'ajout de mémoire. Les processeurs, il arrive rarement qu'on les remplace, mais l'ajout de mémoire, remplacement de disque dur, hein, parce que les disques durs ont tendance à fatiguer, surtout les SSD, ont tendance à fatiguer avec le temps et à ralentir, même si ça a un petit peu évolué. Donc voilà, on va assembler le matériel. Je ferai peut-être quelques commentaires si des choses me viennent, par-ci par-là. Je vais assembler le matériel. L'idée, voilà, c'était surtout vraiment d'expliquer comment enfin, un ordinateur, c'est pas qu'assembler les pièces, c'est aussi comprendre qui fait quoi et essayer d'harmoniser les pièces. Comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien de mettre un disque dur de 8000 mégabits sur une carte mère qui est capable de délivrer que 4000. Donc voilà, c'est surtout ça l'idée. C'est vraiment de ne pas dépenser de l'argent pour rien, d'équilibrer et d'optimiser au maximum. Hein. Donc bon là le budget c'est quand même il a un certain coût, hein, mais voilà, ça va être une bonne machine. Allez, on y va, on assemble. Donc là, avant toute chose, on va monter la carte mère. Avant de la monter dans le boîtier, on va lui assembler. On va lui assembler les éléments. Donc on va lui assembler le processeur, mémoire et le disque dur. Installer le disque dur avec sa plaque de refroidissement, dissipateur de chaleur plutôt. Voilà le disque dur, super gros hein, bien sûr. Donc moi ce que je conseille c'est d'enlever le film. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je disais, quand vous achetez votre matériel, ce qui est intéressant de regarder quand même, c'est de ne pas prendre, si la carte mère est équipée de plaques d'aluminium, de ne pas prendre un disque dur déjà refroidi, c'est un petit peu dommage. Bon, si vous montez deux disques durs, effectivement, là, la carte mère n'est équipée que d'une plaque de refroidissement. Donc, effectivement, si on venait à mettre un deuxième disque dur SSD de haute vitesse, il faudrait le prendre équipé d'une plaque d'aluminium dissipatrice. Donc ça c'est important pour les disques de haute vitesse. Donc la mémoire, important. Donc ça, 32 Go, on en a deux, on a deux slots qui vont rester libres. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, il va falloir les positionner d'une façon bien précise. Alors, nous avons A1, B1, A2, B2. On a tendance à croire qu'il faut positionner la mémoire sur A1. Non, en fait, il faut... Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est les données constructeurs. Hein. Le constructeur, lui, nous demande de positionner sur A2, quand on est équipé de barrettes, sur A2, B2. Donc ça, c'est pour respecter le dual channel. Alors, si on avait qu'une barrette, il faudrait la positionner sur A2. Si on avait 4 barrettes, bien évidemment, on les positionne sur les 3. Si on avait 4 barrettes, bien évidemment on les positionnerait sur les 4. Alors on a sur des grosses configs, hein, sur des grosses... les gamers connaissent, hein, sur les grosses cartes graphiques, la possibilité d'utiliser 4 barrettes en quad channel. Donc là effectivement il faut monter 4 barrettes, sinon ça ne fait pas sens. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut adapter le matériel à son matériel. Enfin, c'est-à-dire si vous avez du quad channel, il faut monter 4 barrettes, sinon ça fait pas sens. Là, on a du dual channel, donc 2 barrettes suffisent pour optimiser le système. Voilà, on a terminé avec la carte mère, on a installé le processeur, le disque dur, les mémoires. La partie refroidissement, on l'installera tout à l'heure, puisque c'est du water cooling qu'on va installer directement dans le boîtier.
Je sors le boîtier, on installe ça dans le boîtier. Alors voilà le boîtier relativement simple, on est sur un petit budget, donc on a 3 ports USB ici, entrée-sortie jack, micro, écouteur, le power et le reset. Voilà, très très simple. En haut on a un système d'évacuation d'air et une petite plaque en polycarbonate sur le côté. On n'est pas sur du verre, c'est des petits budgets. Donc le boîtier est capable de prendre la carte mère prévue, c'est du ATX, hein, donc il faut s'en méfier lors de l'achat. Ne pas prendre une carte, un boîtier qui ne recevra que du micro ATX. Il faut faire attention que le boîtier puisse recevoir une carte ATX. C'est le format de la carte. Sinon votre carte mère ne rentrera pas. Voilà, donc plaque sur le côté. Donc ça, les gamers en sont friands. Bon, ça c'est du polycarbonate, c'est pas du verre. Donc la première chose à faire, c'est déshabiller le boîtier. On en a un petit peu gêné. Ça pourrait faire sourire certains, mais on n'a pas d'emplacement lecteur de CD, hein, puisque on a des personnes qui souhaitent encore avoir un lecteur de CD. Mais là, c'est pas le cas, donc pas d'utilité. Pas d'emplacement lecteur de carte, pas d'utilité non plus. C'est un choix. On a un petit ventilateur boîtier intérieur. Et ici, le câblage panel. Avant. Donc moi j'enlève, je déshabille tout. Voilà, ici on a 2 emplacements qui nous serviront pas pour du HDD, hein, 3,5. Donc ça sera pas utile. L'emplacement de l'alimentation, j'aime bien parce que du coup elle est dissimulée, comme dans la plupart des boîtiers d'aujourd'hui. Elle est dissimulée. Notre emplacement carte mère, on va assembler tout ça. Donc le câblage de ce boîtier est relativement simple, hein, le câblage du panel. Donc on a l'USB 3 ici, qui va venir se positionner ici sur la carte mère. Nous avons un USB 2 ici, l'audio ici. Alors l'avantage, c'est que tout est, comment dire, il y a des détrompeurs, hein. Donc ici on a un premier détrompeur, on ne peut pas se tromper de sens. Là c'est pareil, hein, détrompeur pour l'audio, hein, l'audio. Donc vous pouvez pas le mettre sur un USB, c'est pas possible, ça marche pas. Alors il faudrait vraiment forcer et tout casser. Et l'USB, pareil, donc c'est marqué dessus, mais il y a un pivot qui est bouché, hein, comme sur l'audio. Et puis là, donc nous avons HDD, le reset, le power et qu'est-ce qui me manque, le voyant d'activité du disque dur. Voilà. Donc celui-ci, ça se trouve ici. On a aussi ici, ça on le voit de moins en moins. Moi j'aime bien le mettre. Ça donne les anomalies de la carte mère, du BIOS. Le BIOS est capable de vous dire quel est le défaut. Après il faut savoir les interpréter, mais il faut mettre un buzzer. Donc ça je mettrai un buzzer. Donc ici relativement simple. C'est une lampe, c'est comme pour l'USB, c'est comme pour l'USB, comme pour l'audio, comme pour l'USB 3, USB 2, USB 3, comme pour tous les ports. Voilà, ici c'est toujours pareil, hein, vous avez ici l'activité du disque dur, enfin pas le power, j'allais dire le HDD. Derrière vous avez le power LED, c'est-à-dire quand vous allumez l'ordinateur, ça allume une LED, généralement elle est verte ou bleue. Là ici on est plutôt rouge, ça dépend du boîtier. Ici vous avez le reset et derrière vous avez le bouton power qui va permettre l'allumage de la carte mère. Le reset vous le mettez ou vous le mettez pas, c'est pas une obligation. J'ai tendance à selon les configurations à ne pas le mettre pour éviter que les personnes appuient volontairement dessus trop souvent et endommagent le système. Voilà, allez, la carte mère, on la rentre. Donc la carte mère est en place. Donc on a le contrôle panel ici avec le buzzer que j'ai rajouté. Alors, chose que j'ai pas précisé tout à l'heure, sur les cartes mères, enfin pour le contrôle panel, pour les LED, hein, donc activité disque dur et power, c'est polarisé.
Le plus est toujours à gauche de la carte mère. Donc vous avez la carte mère face à vous. Le plus est toujours à gauche. Donc le coup s'appelle le buzzer, c'est pareil, il est polarisé et son positif est à gauche aussi. Donc là sur le buzzer, sur ce modèle de buzzer, le fil est en rouge, on sait que c'est le plus. On le positionne à gauche. Le USB 2, l'audio, le USB 3. Ici j'ai branché le ventilateur boîtier. Et puis il nous reste à brancher le système de refroidissement du ventilateur. Donc c'est pas du modding de haut vol, mais c'est pas très grave, c'est pas un PC gamer, c'est juste une station de travail avec du matériel qui tient un peu la route, mais avec un budget serré. Allez, on va installer le système de refroidissement maintenant. Alors pour le système de refroidissement, pourquoi je n'ai pas pris un ventirad, ni plus ni moins parce que les ventirad d'aujourd'hui qui ont la capacité de maintenir à température ce type de processeur, ils arrivent ici, alors des fois même ils dépassent, donc c'est pratiquement impossible de rentrer ce type de refroidissement dans un boîtier aussi petit. Donc le water cooling est un très bon compromis. Aujourd'hui le water cooling, celui que je vais monter est largement suffisant parce qu'il est prévu pour 250 watts, mais surtout en termes d'encombrement, il est beaucoup plus petit, tout aussi efficace et pour un budget équivalent. Donc autant dire que c'est beaucoup plus sympa d'avoir un liquide refroidissement. Enfin, autant monter quelque chose qui soit beaucoup plus agréable à regarder. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est du NRMax. Voilà, il est relativement simple. Relativement simple. Je verrai si je le monte à l'arrière du boîtier, le radiateur, ou au-dessus comme ça. Ou au-dessus comme ça. Hop, peut-être comme ça, je verrai. Hop, ça c'est pas. Pour l'instant c'est pas. Et voilà, alors, ce qu'il faut repérer, parce que ce sont des kits qui sont faits pour beaucoup de cartes mères, ce qu'il faudra pouvoir repérer, c'est ce dont on a besoin nous pour notre socket. Hein. Donc là on est sur du socket Intel en 1700. Hein. Donc voilà, le détail est ici. Nous c'est un 120. Donc voilà, il va nous falloir pour le chip, voilà, pour le socket, pour notre socket, alors il y a deux types d'attaches. Voilà, c'est les deux types différents. Si on voit bien, hop, il y a les deux types différents. Nous, il va nous falloir ça. Donc on va écarter, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on va écarter directement ce qui ne convient pas, enfin ce dont on n'a pas besoin, hein, ni plus ni moins. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la pâte thermique. Ça, c'est la partie alimentation du RGB, de la pompe, je crois, on verra tout à l'heure. Donc après on repère ce qu'il nous faut, donc normalement sur les paquets c'est marqué, là on a du LGA 2011, donc on écarte, on n'aura pas besoin. Là il n'y a rien de marqué, donc c'est pour nous, c'est du commun. Là il n'y a rien de marqué, c'est du commun. Là il n'y a rien de marqué, c'est du commun. Là c'est du AMD, c'est marqué dessus, donc ça ne nous concerne pas. Donc voilà, déjà on a assemblé, enfin récupéré uniquement ce dont on avait besoin. Allez, on va monter tout ça. Donc voilà, c'est terminé. Alors le boîtier est un petit peu petit, j'ai réussi à tout rentrer, mais c'est quand même vraiment juste. Du micro ATX serait passé, enfin, une carte mère micro ATX aurait été plus facile à intégrer. Bon, c'est quand même passé. Ce qui m'embêtait aussi, c'est le système de refroidissement. Là, le ventilateur, il était gêné par. Il a fallu que je rogne un petit peu sur le ventilateur. Il a été gêné par le système de refroidissement de la carte mère. Donc un petit peu embêtant. Je l'ai pas vu venir. Ici, j'aurais pu le mettre ici, hein, à l'arrière, mais je sais pas s'il serait passé correctement aussi avec le système de refroidissement de la carte mère. J'aurais été embêté, je pense aussi. Donc c'est passé, j'ai réussi à tout intégrer. Les câbles, on les voit pas trop, ça va. C'est pas non plus du haut niveau, mais tout est bien intégré. Hein. On voit bien le bas, tout ça. On voit pas trop de câbles, si ce n'est celui-là. Donc j'ai eu beaucoup de mal à brancher aussi la partie haute. En dessous, il y a les prises pour ventilo, la pompe et l'alimentation RGB. C'est pareil, j'étais un petit peu obligé de forcer. Bon, c'est pas tip top, mais ça fonctionne. La carte mère manque un petit peu de prise, je dirais, de prise RGB. Bon, bah, écoutez, c'est pas trop mal. Tout est intégré, on va l'essayer, on va installer Windows et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc voilà, j'ai fini de tout installer, c'est plutôt sympa. Windows, tout ce qu'il faut. Je voudrais revenir sur un petit point.
le boîtier n'est pas fait pour recevoir du water cooling. En fait, ici, la carte mère est beaucoup trop haute. Les boîtiers dédiés au water cooling, en fait, la carte mère est beaucoup plus basse. C'est pour ça que j'ai été embêté avec le radiateur. C'est quelque chose que j'ai pas vu venir. Mais bon, je m'en méfierai pour les prochains boîtiers. Donc voilà, en fait, il faut vraiment s'assurer que ici, la carte mère à l'arrière soit bien plus basse pour laisser la place au radiateur et au ventilateur. Parce qu'ici, on se rend bien compte quand même que ça prend de la place. Bon, là, c'est un petit, c'est une version 120, mais sur une version 240, ça serait un peu plus problématique. Ici, ça passerait pas. Voilà, ici, c'est le ventilo, je me suis fait mal. Voilà, ici, ça passerait pas. Sur un boîtier dédié, fait pour le water cooling, la carte mère se retrouve légèrement plus bas pour laisser justement la place au système au water cooling. Voilà. Donc à vérifier avant l'achat du boîtier. Alors on fait un petit test de démarrage de notre machine. C'est assez surprenant. Cela démarre assez vite, relativement vite même. Donc là il n'y a pas grand chose d'installé aussi, donc ça joue en sa faveur, mais bon, c'est juste pour montrer un petit peu l'efficacité et la rapidité du système en termes de débit. Donc hop, j'appuie sur le bouton de démarrage. Je crois que le plus qui met de temps, c'est la carte mère à booter. Voilà, quand elle passe en blanc, c'est qu'elle a booté. Le petit bouton là-haut, voilà, hop, et là l'écran, hop. C'est quand même surprenant. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais faire un test de débit maintenant, débit de disque. Alors, on va faire juste un petit test avec OCCT pour voir la stabilité, de l'ensemble. Donc, on va aller sur CPU. Donc, on va lancer CPU test. Voilà, donc le time, donc l'ensemble est plutôt stable, les données constructeurs sont bien respectées, on est sur quelque chose d'homogène, quelque chose de plutôt bien équilibré. Donc là, j'envoie le start, on a bien le processeur qui monte en température, on a sa tension, on a sa puissance, on a le pourcentage d'utilisation et sa fréquence. Donc voilà, donc là on commence à partir à 100%, donc on approche les 100%. On a le ventilateur qui accélère, hein, puisque la température du processeur augmente, donc ça réagit plutôt bien. On est monté à 5 Go 6. Voilà, 5 Go 2, pardon, pas 5 Go 6, pour 300 watts de consommation. 100%. The test schedule is complete. Voilà, le système vient de me dire que c'est terminé et que ça s'est bien passé. Donc le PC est plutôt stable. C'est une bonne nouvelle. Voilà, ça c'est le test que j'ai fait. Voilà, donc lecture, écriture, on respecte, les données constructeurs du disque tiennent la route aussi, puisqu'il nous annonce 7000 et 6000, je crois 700 en lecture et puis en écriture. Alors ces débits, qu'est-ce qu'ils veulent dire, pardon. Ça c'est sur des lectures de gros fichiers, et on réduit et on va de plus en plus faire de petits fichiers. Et là on se rend compte que sur les tout petits fichiers, les débits sont chaotiques. Voilà. Donc autant quand vous allez transférer un gros fichier, ça va aller très très vite. Autant que vous allez transférer des tout petits fichiers, ça va prendre beaucoup plus de temps. Voilà. Bon, là je suis satisfait, l'ensemble est plutôt sympa. La configuration est stable, elle est équilibrée. Il n'y a que le boîtier qui me déçoit, puisque le boîtier n'était pas vraiment adapté pour bon, je m'en méfierai la prochaine fois, mais le boîtier n'était pas adapté pour recevoir du water cooling. Voilà, écoutez, à la prochaine, au prochain assemblage. Voilà. Donc ça c'est la carte mère. Donc le processeur, qu'est-ce que j'en ai fait? Le processeur, il est tombé. On a ici encore deux ports USB et un port PS2, PS4, non PS2. Un port pour les souris, un port PS2. Tout aussi efficace et pour un budget équivalent. Donc autant que faire se peut.
Alors, autant dire que c'est beaucoup plus sympa d'avoir un liquide refroidissement, enfin,